Bienvenue à ce deuxième webinaire de la programmation Printemps 2019 des webinaires de la Société Santé en français. Je suis Geneviève Bilodeau, agente de communication et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français. Merci d'être présent avec nous ce midi pour notre webinaire dans la série de développement professionnel, l'entreprise collective comme solution rentable en santé, qui nous sera présentée par M. Dénick Dorval, agent de développement pour la région de l'Est ontarien, pour le Conseil de la coopération de l'Ontario. Pour ceux et celles qui sont en train de dîner, je vous souhaite bon appétit. Et avant de débuter, j'aimerais vous parler de la programmation webinaire pour le printemps 2019 de la Société Santé en français. Il n'en reste que 2 avant l'été. C'est important de ne pas en manquer. Si vous avez manqué le premier, donné par l'Institut canadien pour la sécurité des patients, il sera disponible en ligne sous peu cette semaine, soit sur notre site web ou sur notre portail santé. Après notre webinaire d'aujourd'hui, il ne vous restera qu'un seul webinaire et ce sera dans la série Découverte qui sera présenté par le Réseau de santé en français de l'île du Prince-Édouard. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Aussi, j'aimerais vous inviter, si vous avez des idées de présentation de sujets ou si vous aimeriez vous-même venir présenter un webinaire, n'hésitez pas. Faites-nous en part dans le sondage. Vous aurez le lien sous peu. Donc, vous pouvez nous donner vos suggestions de sujets ou encore vous offrir pour venir donner un webinaire. Partant. Je sais que la plupart d'entre vous êtes familiers avec la société et les webinaires, mais pour ceux qui le seraient moins, j'aimerais rappeler rapidement les objectifs et parler un peu de la société. La société fait des webinaires principalement pour donner accès à de nouvelles connaissances à nos partenaires à travers le pays et pour que ces connaissances-là permettent la prise de décision éclairée par des données probantes ou des connaissances récentes, en plus de favoriser les interactions entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances à travers le pays. Ces objectifs reflètent la mission de la Société Santé en français et de ses 16 réseaux territoriaux, provinciaux et régionaux, qui est d'améliorer l'accès à des services de santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire partout au pays. Et puis, pour ce faire, nous utilisons le réseautage et la mobilisation des connaissances, tout simplement. Le fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui est assez simple. Dans un premier temps, nous aurons la présentation de notre invité, M. Dorval, d'environ 40 minutes, suivie d'une période de questions. Vous avez sûrement remarqué qu'en entrant sur la plateforme Zoom, vos micros et vos caméras ont été éteints. Pour poser une question, vous pouvez utiliser l'option dans la barre de menu « Lever la main » ou encore, par écrit, utilisez la boîte de conversation ou chat si vous avez la version anglaise. Je lirai alors votre question. Donc, aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous vous invitons à en apprendre davantage sur les entreprises collectives et leur importance sur le développement au Canada, et plus spécifiquement en santé. Nous verrons comment les solutions qu'elles présentent peuvent contribuer à la diversification financière et à l'augmentation de l'impact social dans les projets et programmes. Notre invité aujourd'hui, Dénick Dorval, complète présentement sa maîtrise en innovation sociale ici à l'Université Saint-Paul, tout près des bureaux de la SSF. Il possède un baccalauréat interdisciplinaire en enjeux humains et sociaux de l'Université de Hearst. Car oui, il est du nord de l'Ontario. Il a travaillé au Centre régional de recherche et d'intervention pour le développement économique et communautaire, ainsi que pour 3 centres de services de la Caisse populaire Alliance. Il est agent de développement depuis 2016 au sein du Conseil de la coopération de l'Ontario, où il a appuyé plus que 40 projets d'entreprises collectives en province, en plus d'avoir ouvert le premier bureau du CCO à Timmins. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Je pense que tu m'as mieux présenté que j'aurais pu me présenter moi-même. Ça fait plaisir. Donc, ce que je fais, c'est que je vais partager mon écran maintenant. Je vais juste faire ça.
Excusez-moi, je vais l'avoir. Vous voyez mon écran? Oui. Excellent. Je vais chercher ma présentation. Donc, merci beaucoup pour ceux qui se joignent à mon webinaire aujourd'hui. Pour moi, c'est un énorme plaisir de vous parler de ce sujet-là qui est pour moi une passion. C'est mes études, c'est ma vie familiale, c'est ce que je fais, c'est mon choix de carrière que je veux faire toute ma vie parce que je crois réellement dans les solutions qui sont proposées dans l'entreprise collective comme des solutions qui sont rentables, surtout dans un domaine de la santé qui est très dépendant de subventions gouvernementales et qui se limite souvent dans sa diversification financière pour offrir des solutions intéressantes aux communautés francophones dont je suis moi-même issu de communautés francophones en situation minoritaire. Donc, pour le déroulement de ce webinaire, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter, mais je pense que Geneviève m'a déjà très bien présenté, donc je vais peut-être aller plus vite sur ça. Je vais présenter mon organisme. Donc, on est une entreprise sociale, nous, le Conseil de la coopération de l'Ontario. On est nous-mêmes une entreprise sociale qui développe des coopératives, des entreprises sociales en Ontario. Je vais ensuite aborder c'est quoi exactement une entreprise sociale ou une entreprise coopérative et c'est quoi ses avantages de constituer des entreprises coopératives, par exemple dans le secteur de la santé. Ensuite, je vais parler de l'écosystème de l'innovation sociale au Canada, en Ontario, où est-ce qu'on est des experts, et au Québec, puisque l'innovation sociale est vraiment une idée qui vient du Québec et qui doit se propager partout dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et aussi, quelles sont leurs solutions pertinentes dans le secteur de la santé, plus précisément, avec quelques exemples de coopératives qui œuvrent dans le secteur de la santé, et aussi avec des groupes qu'on peut viser par les entreprises sociales et par les entreprises coopératives pour les aider dans leur développement économique communautaire. Et suite au webinaire, je vais prendre vos questions avec plaisir. Ça va me faire un énorme plaisir de répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis un jeune passionné et un fier franco-ontarien issu du nord de l'Ontario. Donc, j'ai vécu les réalités de vie dans une région rurale où est-ce qu'il y a des services de santé qui sont parfois manquants, surtout pour l'accès à des services de santé en français. Donc, dans mon baccalauréat, j'ai aussi pris plusieurs cours en sociologie de la santé. Même si je ne suis pas nécessairement du domaine de la santé, c'est un sujet qui m'a toujours interpellé, surtout pour un francophone en situation minoritaire et surtout dans le domaine dans lequel je travaille, dans les entreprises collectives, qui sont des entreprises qui peuvent s'installer dans n'importe quel secteur et qui répondent à des besoins de la communauté. Donc, sans plus tarder, mais je vais vous expliquer c'est quoi le Conseil de la coopération de l'Ontario. On a comme devise de dire qu'on est votre porte d'entrée vers l'économie sociale ici en Ontario, mais on a aussi plusieurs activités qui se font côté national et on a le mandat de développer des entreprises collectives, mais principalement développer des entreprises collectives pour les francophones et bilingues, mais vraiment, on dessert énormément les communautés francophones en situation minoritaire ici en Ontario. Donc, notre mission, nous, c'est vraiment de contribuer à l'essor de l'économie sociale dans les collectivités francophones et ce, par la coopération. Puis, on réalise cette mission-là en assurant la promotion, la concertation, le développement des coopératives et des entreprises sociales afin de promouvoir leurs intérêts, les représenter politiquement, puis assurer que la province soit un terreau fertile pour l'économie sociale en Ontario. On a 5 piliers de développement. On a une nouvelle planification stratégique depuis cette année où est-ce que là, on fait vraiment 5 choses très précises. On développe des entreprises sociales et coopératives, mais lorsqu'on sent qu'il y a un besoin dans une communauté, on va répondre directement avec des solutions que nous, on peut répondre. On va être proactif. On ne va pas attendre que les gens nous signalent qu'il y a un besoin. Si on sent qu'il y a un besoin, puis si on l'entend chez la communauté, on va se proposer comme étant des gens qui veulent stimuler, accélérer certaines formes de solutions. Et souvent, c'est des solutions qui sont issues du secteur de la santé. Donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir de faire cette présentation-là aujourd'hui. On fait aussi de la gestion d'organisations qui sont parfois nationales, internationales et provinciales. Donc, si par exemple, il y a une organisation où est-ce qu'on a la difficulté à trouver une direction générale, nous, on la prend sous notre aile, on offre notre équipe d'experts pour gérer cette organisation et la remettre de bon pied si elle avait, par exemple, des difficultés financières. On fait aussi de la recherche en innovation sociale, où est-ce qu'on analyse les communautés francophones puis le secteur de l'économie sociale au Canada et en Ontario pour proposer des solutions intéressantes. Et on a aussi un nouveau pilier qui est les affaires internationales, où est-ce qu'on veut faire de l'Ontario une place de choix pour investir dans l'économie sociale et bien représenter, dans le fond, les Franco-Ontariens sur la scène internationale côté entreprise collective qui devient un mouvement très populaire côté international maintenant.
On a aussi maintenant 6 bureaux, donc on a passé de 3 bureaux à 6 bureaux dans les dernières années. On a passé d'une équipe de 8 personnes qui va se transformer bientôt en 16 personnes, qui veut dire qu'on est en énorme croissance présentement. Donc on a des bureaux à Ottawa, Toronto, Windsor, Sudbury, Témiscamingue Shores et bientôt Thunder Bay qui va être le nouveau bureau qu'on va ouvrir. Donc on couvre vraiment, c'est la première fois qu'on peut dire officiellement qu'on a une présence sur le terrain et ce, partout en Ontario pour bien couvrir toutes les différentes réalités des communautés en situation minoritaire francophone de la province. Donc, nos activités qui sont nos activités principales, c'est vraiment d'appuyer les entrepreneurs collectifs et de faire le suivi avec leur projet d'entreprise, de la développer de A à Z, qui veut dire de commencer le projet, de le développer, d'assurer sa croissance. On a aussi des affaires gouvernementales où est-ce qu'on représente nos membres qui sont des coopératives, entreprises sociales francophones de l'Ontario auprès du gouvernement pour s'assurer que le gouvernement favorise leur développement, qu'il soit leur développement économique ou communautaire. On fait aussi la gestion de programmes, qui est de la création de postes jeunesse francophone en Ontario en français. On a des programmes de microcrédit pour démarrer des entreprises sociales ou des coopératives. Puis on est nous-mêmes une entreprise sociale, donc on fait des contrats de service, par exemple des études de faisabilité, des études de marché, des recherches, des choses comme ça. Puis on organise plusieurs événements. On forme environ, je vous dirais, 2500 à 3000 personnes sur l'économie sociale et sur les compétences d'affaires pour démarrer des projets de ce sort. Puis on a aussi plusieurs événements annuels qui sont organisés à chaque année. Puis nos partenaires, bien, comme vous pouvez voir, comme entreprise sociale, nous-mêmes, on est très diversifiés en frais de financement. Puis c'est une de nos grandes fiertés parce qu'on va être aussi à l'image de ce que c'est une entreprise sociale qui a du succès. Donc, comme vous pouvez voir, on a différents partenaires qui nous donnent différentes formes de financement, que ce soit pour du développement économique ou que ce soit du développement, du renforcement de capacité chez des organismes sans but lucratif francophones. On a quand même une très grande diversification de financement par une membriété, par le gouvernement fédéral et provincial et par des membres ou des contrats de service à plus grande échelle côté gestion organisationnelle. Donc, notre impact social, je vous disais ça, c'est notre impact social en 2018. On a redistribué plus de 700 000 aux employeurs pour la création de postes d'emploi francophones. On a redistribué plus de 480 000 en microcrédit puis en subventions pour démarrer des projets. Puis comme vous pouvez voir, selon les différents chiffres, on est très, très proactifs dans les différentes régions de l'Ontario pour développer plusieurs projets, mais aussi sur la scène internationale et au Québec, puisqu'il y a quand même une belle... disons que l'économie sociale au Québec est très, très, très forte. Donc, nous, on veut vraiment s'allier avec le Québec pour amener des bonnes idées qui viennent de là et les instaurer dans des communautés où est-ce qu'on a des situations minoritaires francophones. Et on a aussi organisé cette année une conférence à Minneapolis. Donc, on gère un organisme qui s'appelle l'Association des éducateurs coopératifs qu'on a organisé à Minneapolis pour c'est une conférence internationale pour rejoindre tous les gens qui font de l'éducation en coopérative. Donc, ça, c'est un peu le portrait de qui qu'on est comme organisme. On fait aussi partie, on est l'organisme provincial pour l'Ontario, mais on fait aussi partie d'organismes provinciaux qui travaillent, qui collaborent ensemble côté national. Donc, on est très actifs, par exemple, avec les gens de l'Ouest, avec les gens des Maritimes, pour s'échanger des expertises, des choses comme ça. Puis, il y a par exemple le Conseil de la coopération de Saskatchewan, le Conseil de coopération du Manitoba, ou par exemple les coopératives de développement, du Nouveau-Brunswick. On est très actifs pour s'échanger des connaissances puis assurer le bon développement de l'entreprise collective. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est ces bébites-là que nous on appelle entreprises collectives qui rassemblent les entreprises sociales et les coopératives et pourquoi que c'est pertinent pour une communauté francophone et pertinent pour le secteur de la santé? C'est ce que je vais tenter de vous répondre dans ce webinaire. Moi, une citation que j'aime beaucoup, c'est le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Puis j'ajouterais même de le créer par l'innovation ou par quelque chose de différent. Je ne sais pas si c'est à cause que je suis jeune puis je suis juste extrêmement motivé, mais je pense que c'est une citation qui s'applique beaucoup au modèle des entreprises collectives et à la vision de nous chez le Conseil de la coopération de l'Ontario. Donc, pour vous expliquer un peu c'est quoi l'entreprise sociale et coopérative, ils font partie d'une vision qui s'appelle l'économie sociale, qui veut dire que par l'utilisation d'un moyen économique, qui veut dire de la vente de services ou d'un produit, donc tu prends ça, et par dans le fond, résoudre une problématique communautaire qui sont par exemple des objectifs qui peuvent être culturels, environnementaux, sociaux, qui peuvent être de la santé. Dans le fond, vous prenez une activité économique pour répondre et créer une richesse collective au sein d'une communauté pour assurer son bien-être. Ça, c'est la théorie de l'économie sociale. Ce qui veut dire que l'entrepreneuriat n'est pas l'entrepreneuriat pour faire de l'argent puis encaisser ce profit-là, mais c'est plutôt de redistribuer le profit au sein d'une mission sociale, d'une communauté
communautés ou de membres qui veulent qui veulent faire face, dans le fond, aux défis de demain et qui veulent assurer un bien-être communautaire important. Ce qui veut dire que le but n'est pas de faire le capital dans ça, mais c'est de réinvestir ce capital dans quelque chose qui résout une mission sociale. Donc, dans le fond, c'est d'optimiser les ressources qui sont mises en place pour faire de l'investissement communautaire. Donc, c'est ce qui est intéressant, puis c'est ce qui différencie l'économie sociale de l'économie traditionnelle, qui veut dire que on fonctionne déjà dans un système très capitaliste qui cause beaucoup de précarité. Par exemple, même au côté santé, la plus belle exemple, je pense, ce serait les États-Unis qui sont complètement dans un modèle capitaliste et qui cause énormément de difficultés pour les gens côté santé. L'économie sociale veut répondre à ces problèmes-là, veut répondre à ces précarités-là en transformant les communautés et la manière dont les entreprises fonctionnent. Donc, les entreprises collectives, ça, c'est ce qu'on appelle pour décrire coopératives et entreprises sociales. Et ils sont présents dans tous les secteurs, que ce soit le secteur agricole, en santé, dans les œuvres charitables, que ce soit en finance, que ce soit dans la restauration. C'est des modèles d'entreprise qui peuvent s'appliquer à tout secteur et à toute situation. Il existe les coopératives et les entreprises sociales. Pour vous donner un exemple de c'est quoi leur différence? Une coopérative, c'est vraiment une association autonome de personnes volontaires qui veulent satisfaire leurs aspirations ou un besoin qu'ils ressentent en communauté. Donc, une coopérative va se former de façon démocratique et ça va être formé par des membres individuels de la communauté qui se mettent ensemble et qui gèrent leur propre entreprise collective sous un format coopératif. Qu'est-ce qui est la différence entre une coopérative et une entreprise sociale? C'est que la coopérative va réinvestir son profit chez sa membriété, chez sa communauté, qui veut dire que c'est les gens qui achètent une membriété à la coopérative qui vont recevoir une ristourne ou un surplus à la fin de leur exercice financier, par exemple. Tandis que l'entreprise sociale, il n'y a pas vraiment une membriété. L'entreprise sociale fonctionne pour sa mission sociale ou sa communauté sans avoir nécessairement une membriété. L'entreprise sociale, comment elle va fonctionner, c'est qu'elle offre quelque chose directement sur le marché, elle vend un produit ou un service, et ensuite, son profit n'est pas réinvesti dans la poche de la communauté ou de ses membres, elle est plutôt réinvestie dans sa mission sociale pour réaliser sa mission sociale. Par exemple, il y a souvent des organismes sans but lucratif qui vont avoir une entreprise sociale sur le côté, puis le profit qui est fait par l'entreprise sociale va être réinvesti dans les services qui sont offerts au sein de l'organisme sans but lucratif. Donc, c'est un peu la différence entre ce qu'on peut appeler une coopérative et une entreprise sociale. Les coopératives sont beaucoup plus démarrées par un regroupement de gens, une grande communauté qui veulent démarrer un projet collectif qui change la société, tandis qu'une entreprise sociale, c'est plutôt quelques entrepreneurs ou même un entrepreneur qui veut démarrer ça puis qui démarre ça plus sous un format d'entreprise, mais qui ne veut pas vraiment avoir une membriété. Il veut juste avoir quelque chose sur le marché, mais se dire quand même sans but lucratif. Il existe quand même différents types de coopératives dont je vais vous mettre au courant parce qu'il y a certaines coopératives qui vont beaucoup plus s'appliquer pour ce qui est le secteur de la santé, par exemple. Puis là, je vais toujours vérifier là parce que j'ai peur de parler pendant trop longtemps. Donc, il existe différents types de coopératives qui s'appliquent beaucoup plus pour le secteur de la santé. Il y a ce qu'on appelle des coopératives qui sont à but lucratif. Quand on dit que les coopératives sont à but lucratif, c'est pas qu'ils vont se mettre de l'argent dans les poches, mais c'est qu'ils vont réaliser un profit, puis ce profit-là est redistribué aux membres de la coopérative. Donc, des coopératives de consommateurs, qui peuvent être des restaurants, par exemple, qui sont appartenus par la communauté qui sont membres de la coopérative vont encaisser le profit. Il y a aussi des coopératives agricoles, donc un regroupement de fermiers qui vont se mettre ensemble, puis qui vont vendre leurs produits ensemble, vont toucher le profit de façon égalitaire ensemble aussi. Des coopératives financières, on connaît tous les caisses populaires, par exemple, les différents types de caisses populaires selon les différentes régions du Canada dans lesquelles vous êtes, mais eux, c'est des coopératives qui se disent à but lucratif et qui remettent une ristourne à la fin de l'année. Ensuite, tu as les coopératives qui sont comme entre les deux, qui veut dire qu'ils peuvent être à but lucratif ou qui peuvent être à but non lucratif selon ce qu'ils veulent faire comme mission. Les coopératives qui sont à but lucratif, tu as par exemple les coopératives de travail, qui sont des coopératives qui sont appartenues par les employés. Donc, les employés sont les travailleurs, mais ils sont aussi les membres de la coopérative, puis c'est une manière de fonctionner à l'interne pour qu'ils puissent redistribuer le profit de leur entreprise au sein de leur équipe de travail de façon égalitaire. Il y a aussi les coopératives jeunesse de service, qui sont les CJS, qui sont des coopératives démarrées par les jeunes, par et pour les jeunes. Donc, c'est des jeunes qui démarrent ça, puis ils peuvent fonctionner comme qu'ils veulent. S'ils veulent faire de l'argent pour se vider un surplus, ils peuvent. Ou s'ils sont, par exemple, commandités par des organismes qui leur donnent l'argent pour faire leur activité commerciale, mais ils sont à but non lucratif, ils ne font pas nécessairement de l'argent avec ça.
Les coopératives de producteurs, c'est surtout encore dans le côté agricole ou dans des usines qui se mettent ensemble. Ça peut être à but lucratif ou à but non lucratif. Et les deux plus intéressantes pour le secteur de la santé sont de services, qui veut dire des coopératives de services, soit à domicile, par exemple. Donc, c'est un regroupement de travailleurs qui offrent des services qui se déplacent à différentes régions et qui offrent des services à domicile. Et cette coopérative-là, elle peut être à but lucratif ou à but non lucratif, puisque les gens qui font le service peuvent être employés à temps plein ou à contrat. Ça dépend, c'est ce qui dépend si c'est à but lucratif ou à but non lucratif. Et un modèle extrêmement intéressant qui n'existe seulement au Québec, malheureusement, c'est ce qu'on appelle des coopératives de santé. Je pense qu'il en existe quand même quelques-unes autres au Canada, mais c'est très populaire au Québec. Puis c'est vraiment des coopératives qui sont mises en place pour répondre à des besoins de santé dans une communauté. Et ça, c'est un besoin qui est exprimé par la communauté de vouloir dire, nous voulons appartenir nos services de santé, nous voulons avoir une voie démocratique pour qu'est-ce qu'on reçoit comme service de santé dans notre communauté. Donc, on se démarre une coopérative de santé et celle-ci peut être à but lucratif ou à but non lucratif puisque ces services peuvent être payants ou peuvent être subventionnés par des bailleurs de fonds ou par la membriété, par exemple. Donc, c'est ça qui fait la différence entre à but lucratif et à but non lucratif. Et d'autres coopératives qui peuvent être très intéressantes pour le secteur de la santé, c'est des coopératives de solidarité, qui veut dire que c'est une coopérative avec une membriété ouverte, qui veut dire qu'un organisme peut être membre, une entreprise privée peut être membre, un membre individuel peut être membre, un palier gouvernemental peut être membre. Ça veut dire qu'on ouvre la membriété à toute personne qui s'intéresse à la mission de la coopérative ou qui veut investir dans son projet. Et ce, même si, par exemple, une entreprise privée investirait une grande somme d'argent dans la coopérative qui ajoute une membriété avec ça, si vous donnez plus d'argent pour votre membriété, c'est pas comme si ça fonctionnerait par action. Ça ne vous donne pas plus de droits de vote. Vous avez quand même seulement un vote dans la coopérative de solidarité, puis celle-là doit toujours être à but non lucratif puisque ça fonctionne principalement par de la membriété. Et ensuite, il y a une coopérative à partenaires multiples. Ça, c'est une coopérative que c'est seulement des membres organisationnels. Donc, c'est seulement des organisations, entreprises, des hôpitaux qui se mettent ensemble pour créer quelque chose qui est appartenu par une membriété d'organismes. Ce qui veut dire que plusieurs organismes, par exemple, surtout dans la situation francophone, on dit au lieu de se créer un centre culturel qui est indépendant et que personne ne collabore, on va se mettre plusieurs organismes francophones ensemble pour se créer ce centre culturel-là puis le gérer ensemble. Il y a quelques exemples. Par exemple, à Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario, il y a la coopérative de regroupement des organismes francophones dont le réseau du mieux-être du nord de l'Ontario fait partie comme membre et gère un centre culturel ensemble. Et ça, en santé, ça serait super intéressant pour créer, par exemple, des équipes multidisciplinaires francophones en situation minoritaire qui veulent se mettre ensemble pour se créer cette équipe-là, par exemple. C'est juste un exemple de coopérative à partenaires multiples qui serait intéressant pour des francophones en situation minoritaire, par exemple. Aussi, une entreprise sociale, il y a deux manières de la démarrer que je voulais juste vous mettre au courant. On peut créer une entreprise sociale indépendante, créée par des entrepreneurs qui visent à créer leur propre entité, mais dernièrement, une solution qui est fortement recommandée, par exemple, par les gouvernements ou les bailleurs de fonds pour rendre l'organisme plus dynamique, plus intéressante et diversifier son financement, c'est de créer une entreprise sociale au sein d'une organisation sans but lucratif. Présentement, l'entreprise sociale sa définition par les gouvernements est un peu floue, qui veut dire qu'une organisme sans but lucratif, habituellement, n'est pas censé offrir quelque chose sur le marché parce qu'elle est seulement censée offrir des services qui sont gratuits. Cependant, en ouvrant une entreprise sociale pour, je ne sais pas, un centre communautaire de santé qui voudrait partir un gym, par exemple, au sein de son centre communautaire de santé, le gym a une membriété qui est payante, c'est un service qui est payant, puis le profit qui est fait par le gym sert à financer les services qui sont offerts par le centre communautaire. C'est une entreprise sociale qui est démarrée par un organisme sans but lucratif et qui permet de démontrer aux bailleurs de fonds, regardez, j'ai diversifié mon financement, j'ai quand même besoin de beaucoup de financement pour faire mon service, mais j'ai fait des initiatives qui sont issues de l'entrepreneuriat et c'est des choses que le gouvernement fédéral et provinciaux sont de plus en plus en train de rechercher, puisque non seulement vous générez une activité marchande, mais vous générez aussi un impact social beaucoup plus important avec un nouveau service que vous offrez à votre communauté. Donc, juste une petite distinction à faire dans l'entreprise sociale. Et maintenant, les avantages de développer des entreprises collectives en santé, ou plutôt que de développer des organismes sans but lucratif, comme que le secteur de la santé a plutôt fait traditionnellement, comme que les francophones au Canada ont toujours développé des organismes sans but lucratif. Ça a quand même
des avantages intéressants comparativement à l'organisme sans but lucratif, parce que, par exemple, une coopérative sans but lucratif ressemble beaucoup à une organisme sans but lucratif, sauf qu'elle a accès à beaucoup plus de financement de bailleurs de fonds. Et il y a des nouvelles stratégies au Canada qui sont mises en place pour encourager le développement de ces entreprises collectives-là davantage, ce qui va devenir de plus en plus intéressant dans les prochaines années à considérer comme développement, surtout pour le secteur de la santé, par exemple, qui fait toujours face à des risques de coupures importants. Par exemple, quand on crée un projet, bien, la communauté est directement impliquée dans le projet. Donc, ce n'est pas un projet qu'on développe juste par le haut, mais c'est vraiment un projet qui est développé par le bas pour amener les gens à considérer, à s'approprier ce projet-là, puisqu'ils deviennent copropriétaires du projet aussi. Ensuite, l'autonomisation financière. Ça permet d'éviter des coupures gouvernementales, mais ça permet aussi d'empower. C'est un mot que j'aime beaucoup. Ça permet d'empower la communauté pour dire, nous avons mis cette institution-là en place. Elle appartient à la communauté. Donc, les gouvernements, souvent, n'ont pas le choix d'appuyer un projet comme ça parce que s'ils n'appuient pas leur projet, c'est qu'ils n'appuient pas un projet qui vient directement de la communauté aussi. Avec ça, vous avez aussi accès à du sociofinancement, à des fonds philanthropiques, puis à faire du profit, tout simplement, pour le réinvestir dans votre mission sociale, ce qui vous permet d'être beaucoup plus flexible dans ce que vous voulez faire comme opération. Il y a une gestion qui est démocratique de l'organisme. Avec la membrité, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui... Puis aussi, l'organisme a une succession naturelle, qui veut dire que ce n'est pas seulement un propriétaire, mais il y a un conseil d'administration qui le gère, ce qui veut dire que ça se passe de génération en génération sans vraiment disparaître. Puis il y a aussi des statistiques qui démontrent qu'une coopérative a 10 ans, a une durée de vie de plus de 10 ans comparativement à des organismes sans but lucratif et a une durée de vie de plus de 15 ans qu'une entreprise privée. Ce qui est vraiment intéressant pour démontrer la viabilité d'un projet d'entreprise collective. Aussi le développement de projets qui favorisent l'innovation, qui veut dire qui favorise vers le nouveau. Quand on se lance en coopérative, ce n'est pas un risque une ou des bénévoles sur un conseil d'administration prennent, c'est plutôt un nombre de membres qui prennent ensemble. Donc, le risque est beaucoup plus partagé que démarrer des organismes sans but lucratif. Il y a aussi une mise en commun des forces d'une communauté. Souvent, une coopérative, ça veut dire on prend ce qui est déjà fort dans la communauté puis on se crée quelque chose encore plus fort ensemble, en collaboration. Puis ça permet aussi de diversifier beaucoup le financement de votre projet, puis d'offrir, par exemple, de la vente sur un marché, même si c'est un profit qui est très minime, même si c'est seulement une première activité, une boutique en ligne ou, comme je t'avais suggéré, un gym ou des formations sur le bien-être, même si c'est juste une petite proportion de vente, ça rend votre projet beaucoup plus intéressant pour des bailleurs de fonds. Puis il y a aussi beaucoup de financement maintenant qui vous permet de renforcer ce service que vous offrez ou cette vente sur le marché que vous offrez pour justement le développer en quelque chose de plus gros et de plus intéressant, ou est-ce que même vous allez chercher des contrats qui sont offerts par le fédéral et le provincial qui sont plus d'envergure en santé, par exemple. C'est quelque chose qu'on doit miser davantage pour nous, des francophones, qui sont toujours constitués seulement en organismes sans but lucratif et qui n'ont pas favorisé un développement qui est plutôt... On est excellent pour développer qu'est-ce qui est communautaire. Cependant, ce n'est pas toujours viable économiquement et ça, c'est un problème surtout en santé. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'écosystème de l'innovation sociale, puis ça va justifier le fait que je vous disais que l'innovation sociale, qui veut dire encore l'économie sociale, qui veut dire innover nos entreprises ou nos organismes sans but lucratif pour les rendre plus viables. Quand je vous disais que ça offre une plus grande diversification financière, c'est qu'il y a des nouvelles stratégies, puis il y a de plus en plus d'organismes qui aident au développement en économie sociale, et ce, au Canada. Je vais parler du Québec parce que le Québec est quand même un catalyseur important pour ce qui est francophone au Canada, puis en Ontario, puisque je suis en Ontario et on a l'expertise ici en Ontario. Donc ça, c'est une grande cartographie, si vous voulez, de l'économie sociale du Canada. C'est un exercice que j'ai fait à la maîtrise, que j'applique maintenant au Conseil de la coopération de l'Ontario parce que ça donne un peu, ça démontre l'envergure de ce qui se fait présentement au Canada pour ce qui est tout ce qui est développement d'entreprises collectives. Comment j'ai séparé ça? C'est que j'ai expliqué que des institutions importantes comme Desjardins, Cooperators, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, qui veulent appuyer ce développement-là. Puis, il y a aussi c'est aussi un mouvement international. Donc, il y a des grandes institutions internationales, des grands philanthropes internationaux qui veulent appuyer ces entreprises sociales-là, qui veulent appuyer une nouvelle manière de faire du développement économique communautaire et surtout, c'est très populaire en santé, côté international maintenant, d'appuyer des entreprises sociales.
Et pour vous expliquer un petit peu, j'ai séparé ça selon les organismes qui font de l'accompagnement, des organismes qui font du financement, des organismes qui font de la représentation politique au Canada et ceux qui font de l'éducation et de la recherche. Donc, je vais vous laisser, je vais peut-être même partager la présentation par après pour que vous puissiez voir davantage, aller découvrir ces différents organismes-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui sont au milieu sont un peu les champions, sont un peu ceux qui sont responsables du développement social au Canada. Et je vais vous amener à considérer ces différentes villes qui sont des hubs importants au Canada pour tout ce qui est développement de l'innovation sociale. Donc, Montréal, qui est vraiment un guichet unique, puis qui est vraiment, il y a des grandes fondations qui appuient l'innovation sociale présentement, qui proviennent de Montréal. Plusieurs compétitions de start-up en entrepreneuriat social qui misent beaucoup sur la santé comme projet, comme mission sociale. Donc, c'est quand même des grandes villes à considérer pour tout ce qui est innovation sociale présentement. Mais je vais vous amener à parler de quelque chose de super intéressant qui est en développement présentement par le gouvernement canadien et qui devrait être annoncé cet été. Le gouvernement libéral crée présentement, mais ont déjà créé une stratégie nationale sur l'innovation sociale et la finance sociale. Ce qui veut dire que eux, le gouvernement, ils veulent finalement se mettre ensemble, mettre plusieurs ministères ensemble pour créer un grand portefeuille pour appuyer tout ce qui est innovation sociale, économie sociale, entrepreneuriat collectif. Donc, il y a un portefeuille de plus de 855 millions qui a déjà été mis en réserve pour ce projet-là, qui serait sur 10 ans, pour appuyer toutes les initiatives, les organismes communautaires, à favoriser une viabilité économique, tout en offrant encore plus de services pour faire de la finance sociale, qui veut dire une combinaison de financement privé qui veulent faire de la philanthropie et fédéral, gouvernementale pour appuyer le développement de ces entreprises collectives-là. Ce qui veut dire que ça devient de plus en plus intéressant faire l'ouverture d'entreprises collectives puisque le gouvernement canadien va favoriser davantage des projets qui sont issus de l'innovation sociale. Et dans le fond, ce que le gouvernement canadien veut faire, c'est qu'il veut encourager le secteur sans but lucratif à viser l'autonomisation financière et l'économie sociale. Le gouvernement canadien ne veut plus subventionner des organismes sans but lucratif qui reçoivent de l'argent, mais qui ne démontrent pas qu'ils génèrent de l'impact social réel dans leur communauté et que les organismes qui sont là appartiennent réellement aux communautés. Donc, pour eux, c'est vraiment le moment qui est venu pour eux de commencer à réellement appuyer l'innovation sociale. Puis c'est une occasion de vraiment uniformiser tout ce qui est fait en matière d'innovation sociale. Et c'est surtout une stratégie pour démarquer le Canada sur la scène internationale. Et ils veulent créer vraiment un écosystème qui est beaucoup mieux structuré et qui va pouvoir beaucoup plus aider les organismes canadiens à faire tout le développement. Le développement des organismes, des entreprises collectives se fait beaucoup au niveau national, mais se fait beaucoup côté provincial, puisque chaque organisme, chaque province a leurs organismes ou leur propre écosystème qui permet de développer ces projets. Donc, disons que dans les prochaines années, dès l'annonce de cet été, par exemple, cette stratégie-là va beaucoup appuyer les grandes entreprises. Puis un des secteurs qui était beaucoup visé dans cette stratégie-là, c'est le secteur de la santé. Et il y a plus de 15 ministères fédéraux qui sont mis en relation pour créer cette stratégie-là. Donc, c'est de l'argent qui va être distribué dans plusieurs secteurs puisque c'est quelque chose qui est universel dans tous les secteurs de l'innovation sociale. Maintenant, quand je disais que l'Ontario a sa propre écosystème, et voici l'écosystème de l'Ontario. Puis c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, chaque région a leur propre organisme qui font la promotion ou le développement de l'économie sociale dans les différentes régions de la province. En Ontario, il y a nous, le Conseil de la coopération, il y a Paro Center, qui est un organisme qui favorise l'entrepreneuriat social chez les femmes. Il y a Ontario Centers of Excellence qui favorise l'entrepreneuriat social aussi. Le Center for Social Innovation qui est à Toronto et qui favorise tout ce qui est création d'organismes sans but lucratif, coopératives, d'entreprises sociales. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se structure en Ontario. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous, l'Ontario, c'est que nous, le Conseil de la coopération, on est le seul organisme francophone qui a le mandat de développer des organismes d'économie sociale. Et côté anglophone, c'est beaucoup plus en compétition, c'est beaucoup plus des petits organismes, tandis que côté francophone en Ontario, il y a un grand organisme qui est le Conseil de la coopération qui a un plus grand chiffre d'affaires que le reste des organismes anglophones qui font compétition entre eux dans la province, par exemple. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que lorsqu'on veut démarrer une nouvelle initiative ou on veut démarrer une entreprise sociale ou une coopérative ou un nouveau service qui est offert dans la communauté, bien, on a la chance d'accéder à du financement qui est spécifique
pour développer des projets d'innovation sociale. Donc, ici, c'est une démonstration de plusieurs différents financements qui sont dédiés seulement à développer des coopératives ou entreprises sociales. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous constituez comme une coopérative à but non lucratif ou une entreprise sociale à but non lucratif, vous avez quand même accès à tout le financement qui est offert pour les organismes sans but lucratif, sauf que vous avez une distinction avec les bailleurs de fonds parce que vous êtes aussi en train de générer votre propre revenu par une vente de services qui peut être minime, mais qui peut être quand même très intéressante pour vous. Donc, ça veut dire que non seulement vous avez accès au même financement qui est offert par tous les organismes sans but lucratif dans le secteur de la santé, mais vous avez aussi accès à du nouveau financement qui vous est dédié à vous pour renforcer vos capacités, pour être plus compétitif. Donc, vous avez juste accès à plus de financement tout simplement parce que vous êtes constitué selon une coopérative ou une entreprise sociale. Et pour vous donner des exemples dans tout ça, le programme InnoWeave, par exemple, est du financement pour permettre à faire une étude de faisabilité et à avoir un coach pour pouvoir démarrer cette initiative-là. Fait que si vous êtes un organisme sans but lucratif qui veut démarrer un projet, vous appliquez à InnoWeave, qui sont experts pour les projets francophones aussi d'ailleurs, et eux, ils vont financer tout ce qui est pour faire l'étude de faisabilité puis faire le démarrage de cette nouvelle entreprise-là. Ou par exemple, le fonds de préparation, donc le FPAI, le fonds de préparation à l'approvisionnement et à l'investissement, qui permet de faire une évaluation de votre situation présentement et ensuite avoir accès à des subventions pour renforcer vos capacités et ensuite aller chercher des plus grands contrats fédéraux, provinciaux ou aller chercher des plus grands bailleurs de fonds en renforçant vos capacités en vous donnant simplement de l'argent pour pouvoir vous développer, vous comme organisme, puis développer votre service de vente, par exemple, auprès de votre organisme. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant pour un secteur de la santé qui a toujours eu de la difficulté à assurer sa survie, surtout côté francophone minoritaire. Et l'écosystème d'innovation sociale au Québec, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le Québec, c'est la seule province qui a officiellement une loi sur l'économie sociale, qui a officiellement une stratégie qui est mise en place pour développer cette économie-là de façon durable. Donc, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui s'en occupe, mais dans aucune autre province, est-ce qu'on a une réelle stratégie? Il y avait une stratégie en Ontario. Doug Ford vient juste de la couper dans le dernier budget, malheureusement. Mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à promouvoir, de dire qu'il faut que toutes les provinces aient sa propre stratégie pour encourager des organismes à pouvoir faire son bon développement. Le fédéral fait déjà d'ailleurs cette étape-là de pouvoir l'appuyer côté national. Mais c'est aussi un mouvement international qui est partout au monde. Il y a plusieurs exemples, par exemple, de coopératives de santé. En Espagne, il y a une communauté qui s'appelle Mondragon, que tous les services de santé sont offerts par le modèle coopératif. En Grèce, lorsqu'il y a eu la chute de l'économie, par exemple, plusieurs gens ont tombé à avoir plus d'emplois, des docteurs qui ne pouvaient plus pratiquer, se sont mis ensemble et ont démarré des coopératives. Puis là, maintenant, c'est des coopératives qui s'occupent d'une grande partie d'une région des services de santé, par exemple. En Inde, il y a une entreprise sociale, plusieurs gens avaient des problèmes de yeux, il n'y avait pas vraiment des bons services pour la cataracte et le glaucome. Il y a une entreprise sociale qui a développé un système pour pouvoir opérer plusieurs personnes avec un système d'autobus qui allait chercher des gens dans des petites communautés en Inde et qui les déplaçait pour aller chercher des services de santé, et ça gratuit, puis qui retournait les gens dans leur communauté par après. C'est quelque chose qui ne s'était jamais fait en Inde, puis qui est extrêmement lucratif et qui fonctionne très bien. Puis c'est des fonds privés qui financent le projet de cette entreprise sociale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à considérer pour le secteur de la santé, pour les francophones en situation minoritaire. Il faut miser davantage sur ça pour être plus rentable. Maintenant, je vais peut-être juste vous présenter quelques petites solutions. Je vois que le temps est fini, puis je vais garder du temps pour des questions aussi. Mais je vais vous présenter quelques solutions pertinentes en santé qui peuvent bien s'appliquer pour les francophones en situation minoritaire. Puis c'est un secteur qui peut assurer une meilleure rentabilité pour les services de santé, par exemple, en Ontario. Je vais vous présenter une courte vidéo qui explique c'est quoi une coopérative de santé au Québec. J'ai vu la vidéo puis je me suis dit, je ne peux pas présenter mieux que qu'est-ce que la vidéo présente, puis on va pouvoir en discuter davantage par après. Qu'est-ce qu'une coopérative de santé? Une coopérative de santé, c'est un regroupement d'individus qui décident de se doter de services de première ligne répondant aux besoins de leur communauté. La plupart des coopératives de santé sont coopératives de solidarité. Donc, elles s'impliquent principalement petites provisoires, risques âgés et risques d'organisation sur l'initiative. Elles sont administrées par un conseil d'administration représentant de ce mouvement. Les membres de la coopérative définissent les services et décident des investissements en fonction des besoins communautaires. Ils s'assurent ainsi de satisfaire leurs besoins spécifiques. Les coopératives de santé offrent un lieu de pratique à des médecins tout en donnant accès à la collectivité à des services de proximité. Il n'est pas obligatoire d'être membre d'une coopérative de santé
les rendez-vous avec un médecin. Les services rendus par une coopérative de santé varient d'une coopérative de santé à l'autre, dépendamment des choix faits par les membres. On y retrouve différents services par des professionnels comme les médecins, les infirmières, les psychologues, les physiothérapeutes, les masseurs. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que le son n'est pas assez fort. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais pouvoir vous mettre le lien dans le... je vais mettre le lien suite durant les questions pour que vous puissiez comprendre. Mais dans le fond, ça présente c'est quoi une coopérative de santé? C'est un regroupement de médecins, d'utilisateurs communautaires qui se mettent ensemble pour assurer des meilleurs services en soins de santé qui sont beaucoup plus humains, par exemple, puis moins axés sur le nombre, mais plutôt sur la qualité des services. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement populaire au Québec, puis qui a développé un énorme réseau de coopératives de santé. Donc, je vais vous partager le lien par lien dans le chat durant les questions pour ceux qui sont intéressés de le savoir davantage. Juste regarder, voir dans le chat ce qu'on me dit. OK, parfait. Merci beaucoup, Geneviève. Elle a dit qu'elle va pouvoir mettre le lien dans le formulaire sondage par après plus tard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est présent partout au Québec et qui est dans le grand développement. Il y a beaucoup de services, mais les services sont humains sans avoir de la pression des bailleurs de fonds parce qu'il y a une grande membriété dans tout ça. Puis il y a une plus grande rentabilité, ce qui reste beaucoup plus de flexibilité aux gens qui administrent les services en santé. Puis il y a une rentabilité accrue des opérations, surtout par la membriété, mais surtout parce que c'est une force démocratique, c'est une appropriation communautaire. Les gens sentent que c'est un espace qui leur appartient, puis ça leur appartient légalement aussi. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont utilisateurs, justement. Ensuite, quelques exemples d'entreprises collectives qui sont dans le secteur de la santé au Canada. Je vais commencer par vous parler du Coopératon, qui est le grand, je vous dirais, la grande compétition de pitch de start-up en entreprise sociale au Canada, qui est maintenant présent en France et en Espagne aussi. Et il y a 4 grands sujets. Puis le sujet qui est le plus important dans l'entrepreneuriat social présentement, c'est le secteur de la santé. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, de nouvelles initiatives en entrepreneuriat social qui se forment côté santé. La plus grande coopérative au Canada, qui est MEC, Mountain Equipment Cooperative, qui vendent de l'équipement pour l'extérieur, pour faire des sports, sont une coopérative qui investit tout son profit dans la promotion des bonnes activités physiques et de la bonne santé. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant peut-être à considérer pour vous, organismes qui cherchent à développer un meilleur réseau de santé pour les francophones en situation minoritaire. La coop Alentour, c'est une épicerie biologique qui offre des services de livraison à domicile pour les aînés, qui est gratuit. Donc, leur épicerie, le profit qu'ils font alimente cette mission-là d'offrir des services de livraison de produits biologiques à des aînés. La Coop Santé, qui est une petite coopérative dans la région du nord du Québec, dans une région très rurale, fonctionne énormément bien. C'est une coopérative qui est un service d'alimentation. C'est une équipe multidisciplinaire qui se sont mis ensemble pour créer leur propre coop. C'est une coop à partenaires multiples avec différentes organisations qui envoient un représentant chaque semaine pour pouvoir alimenter les services de la coopérative. Taboo Health, c'est des artistes qui font de la promotion de la bonne santé par des projets un peu controversés à Toronto, où est-ce qu'ils font des expositions intéressantes pour promouvoir la santé dans le coin de Toronto. Et la coopérative des paramédics de l'Outaouais, qui est une coopérative de travail. Donc, c'est les ambulanciers qui gèrent leur propre coopérative pour vous faire valoir les droits comme travailleurs d'ambulanciers chez les hôpitaux. Donc, c'est pas un syndicat, c'est une coopérative, mais c'est quand même quelque chose qui se ressemble beaucoup. Et ensuite, le Homeless Hub, qui est une place, un refuge pour ceux qui sont sans abri, et ceux aussi qui ont des problèmes de santé mentale. C'est une entreprise sociale qui ont un restaurant. Puis le restaurant, tout ce qu'ils font de plus comme nourriture ou qu'est-ce qu'ils font comme revenu sert à nourrir les gens sans abri qui n'ont pas accès à la nourriture ou à des soins de santé, par exemple. Donc, c'est un peu des exemples de différentes entreprises collectives qui sont intéressantes et qui sont en développement présentement. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça répond beaucoup à des groupes qui sont plus vulnérables et qui ont des besoins dans la communauté. Puis c'est ce que les entreprises collectives visent plus habituellement. Puis on a présenté plusieurs options de coopératives, d'entreprises sociales ici, mais c'est vraiment pour empower ces gens qui sont dans des situations plus vulnérables, par exemple. Donc, des coopératives de santé. La succession collective, c'est vraiment une entreprise privée qui est à vendre puis qui est reprise par une communauté. Donc, on voit souvent dans des régions rurales où est-ce que la seule épicerie de la communauté est à vendre, puis c'est des gens qui
vont se mettre ensemble par la communauté, qui vont acheter l'épicerie, qui vont la gérer, puis qui vont virer ça en quelque chose qui va avoir beaucoup de services de santé aussi parce que ça devient un hub pour la communauté, ça devient quelque chose de très important pour des régions rurales aussi. On a parlé des entreprises sociales, coopératives de services, des coopératives d'habitation. C'est par exemple, c'est d'offrir un logement abordable à des gens. Il y en a plusieurs, puis c'est devenu de plus en plus intéressant, surtout pour les aînés, par exemple, qui veulent rester chez soi ou vieillir chez soi, puis être dans le bien-être. Ils peuvent avoir quand même une maison, mais avoir de l'assistance, avoir quand même ils peuvent être semi-autonomes dans le fond dans leur résidence. Puis ça, c'est beaucoup plus des coopératives d'habitation. On a aussi présentement, nous, un projet en développement dans la région de York, près de Toronto, où ce serait un grand condo pour des personnes aînées francophones qui ont accès à tous les services de santé qu'ils ont besoin et à tous les services culturels francophones qu'ils ont besoin dans un même bâtiment. Donc ça, c'est un projet de coopérative d'habitation. La finance sociale, c'est des options très intéressantes pour plusieurs. Des coopératives de travail, surtout pour par exemple, des gens qui exercent la profession, je ne sais pas, d'infirmière, par exemple, ou de sage-femme, peuvent se mettre ensemble pour dire, regarde, on va partager le profit, on va travailler ensemble pour pouvoir se représenter nous-mêmes puis éviter des problèmes organisationnels avec des patrons, par exemple. Puis des coopératives à partenaires multiples, qui est vraiment un rassemblement de plusieurs organismes en santé qui veulent mieux répondre aux besoins de la communauté en créant, par exemple, un centre communautaire, un centre francophone ou une place, un gymnase, quelque chose comme ça, qui peuvent encourager la bonne santé de leurs patients ou des gens de la communauté qu'ils visent. Les étapes de démarrage, disons, nous, on utilise un modèle qui est à 4 tangentes, qui veut dire qu'on développe l'organisation, le financement, la bonne gouvernance et la production ou les opérations, qui est pour nous les 4 étapes importantes pour s'assurer qu'on a une bonne coopérative, une entreprise sociale qui est viable. Mais c'est certain qu'il faut trouver une idée d'affaires, il faut consulter, il faut développer nos compétences d'affaires parce qu'ouvrir une entreprise sociale ou une coopérative au sein d'un organisme ou d'une nouvelle entité, c'est pas quelque chose qui est super simple, mais qui se fait quand même très rapidement si les bonnes étapes sont bien suivies, par exemple. C'est tout pour moi. Je vous laisse quand même un bon 10 minutes de questions. Je pense que ça va être assez. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Denis. C'était beaucoup d'informations. Oui. Super intéressant. Quand je parlais de diversification financière, au début, je ne pensais pas à 855 millions de dollars. C'est quand même possibilité. Oui. Puis je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui imaginent comment ils pourraient mettre en place une stratégie d'économie sociale présentement, là, profiter de cette possibilité-là. Donc, comme tu dis, il reste à peu près juste 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue ou encore lever la main. On me dit, va-t-on avoir accès à la présentation? Oui, elle sera mise en ligne avec la vidéo complète, le webinaire complet, d'ici une semaine à peu près. J'avoue aussi, les membres sont-ils exclusivement francophones? Ça dépend parce que, par exemple, ça dépend de votre mission comme coopérative ou comme entreprise sociale, mais vous pouvez, dans une coopérative, vous pouvez prendre la décision de seulement avoir des membres qui sont francophones parce que ça fait partie de votre mission de développer des meilleurs services de santé en français pour une région ou même si c'est quelque chose qui serait plus provincial, dans vos statuts et règlements, vous pouvez prendre la décision de dire nous servons seulement les membres qui sont francophones. Donc, c'est vraiment, on sert seulement la communauté francophone. Donc, oui, c'est possible. Puis c'est beaucoup plus possible que dans une organisation sans but lucratif qui n'a pas de membriété, parce que là, vous pouvez choisir de dire nous, on sert cette communauté-là précisément, puis c'est ces membres-là qu'on sert qui payent une membriété aussi. Si on a des partenaires francophones en Colombie-Britannique, oui. Malheureusement, je ne suis pas l'expert pour tout ce qui est dans le développement côté de l'Ouest canadien, mais on siège sur le CMC, qui est le Coopérative et Mutuelle Canada, qui sont notre entité nationale dans le fond, et on a participé à 2-3 événements dans le coin de Victoria puis Vancouver précédemment pour parler justement de l'économie sociale en Colombie-Britannique. Qu'est-ce qui est intéressant avec la Colombie-Britannique, c'est eux aussi avaient une stratégie sur l'entreprise sociale, mais elle aussi, elle a été annulée dernièrement, elle a été coupée dans les dernières années, mais je sais que la Colombie-Britannique est très active côté entreprise sociale aussi. Est-ce qu'il y a un guide pour aider au démarrage d'une entreprise sociale pour approfondir les étapes? Absolument, il y a de nombreux guides, puis je peux même il y a même le gouvernement canadien a même un guide pour vous aussi. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous laisser mon contact, puis moi je pourrais vous donner différents guides qui existent parce qu'il y a quand même différentes manières selon la province d'où est-ce que vous êtes où ce que vous œuvrez. Donc, parce que chaque province a leurs différentes manières d'administrer des coopératives et entreprises sociales. Donc, ça dépendrait aussi où est-ce que vous êtes côté provincial.
Comme vous avez été présenté aux États-Unis, est-ce qu'il y a des demandes d'aide de votre expertise de la part des Américains? Oui, ça c'était vraiment intéressant parce qu'aux États-Unis, ils ont pas de loi sur les coopératives. Des coopératives, c'est des entités illégales aux États-Unis. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Mais il y a un grand mouvement coopératif aux États-Unis qui est de plus en plus il est vraiment en accentuation. Donc, nous, on a ouvert un bureau à Windsor dans une stratégie de développer davantage aux États-Unis. Puis, le fait qu'on gère justement ACE, qui est l'Association of Cooperative Educators, qui est un organisme qui vient des États-Unis, l'Ontario et le Québec est vraiment vénéré comme étant des provinces intéressantes pour développer des entreprises collectives. Donc, oui, on a une grande demande d'expertise de la part des Américains parce qu'ils veulent savoir comment faire de la mobilisation politique aussi pour avoir une meilleure atmosphère de développement d'entreprises collectives. Ensuite, la question de Jean-Luc Racine. Comment faire en sorte de démarrer une entreprise sociale en santé en milieu minoritaire? Souvent, on nous dit que nous n'avons pas de masse critique pour démarrer une entreprise. Non seulement nous sommes confrontés à des marchés restreints, mais on doit faire aussi parfois changer les habitudes de consommation chez nos propres francophones. La viabilité financière n'est donc pas toujours évidente. C'est une question, Jean-Luc, que nous, on fait face constamment à l'Ontario français. J'ai travaillé auparavant 2 ans comme agent de développement dans le nord de l'Ontario et les gens avaient toujours de la grande difficulté à vouloir démarrer une entreprise dans cette région-là parce qu'ils disaient on n'a pas le marché, on ne va pas faire assez de ventes, on va avoir de la difficulté justement à démarrer une entreprise. Sauf que quand les gens sont membres de la coopérative, quand ils investissent comme dans une membriété ou dans une entreprise sociale, ils sont beaucoup plus engagés automatiquement parce qu'ils savent que si cette entreprise-là fait bien ou si ce projet-là fait bien, que ça va leur bénéficier directement dans leur communauté. Donc, par exemple, on avait déjà sauvé 2 épiceries dans des communautés du nord de l'Ontario où est-ce qu'ils se disaient, mais c'est impossible que cette épicerie-là survive dans un marché comme qu'on a, ça ne fonctionnera pas. Puis depuis qu'ils sont devenus une coopérative, donc il y a eu une succession du modèle privé vers le modèle coopératif. Leur chiffre d'affaires a doublé. La communauté, c'est vraiment devenu un centre communautaire, c'est un hub, c'est une place importante pour la communauté. Puis ça continue à croître côté financier parce que premièrement, le profit que le propriétaire faisait avec ça disparaît, ce qui veut dire que ça donne beaucoup plus de place à investir au sein même de la coopérative. Donc, je vous disais que le mouvement coop, ça permet de vraiment engager une communauté, même si le marché est restreint, mais ce marché-là va être extrêmement important parce qu'il va être très engagé dans la participation économique et communautaire de votre projet. Surtout si le projet devient vraiment un projet qui est appartenu par la communauté. Est-ce qu'il y a des frais pour votre expertise? Nous, tout ce qui est accompagnement de nouveaux projets, si c'est des services d'experts, conseils qui ne sont pas spécialisés, qui est juste comme la révision du plan d'affaires, avoir des recommandations, des choses comme ça, c'est complètement gratuit pour notre côté. Sauf si ça vient à faire des études beaucoup plus précises, comme des études de marché, études de faisabilité, ou même, il y a des gens qui vont nous embaucher pour créer un projet d'entreprise collective dans leur communauté. Là, c'est certain qu'on associe des frais parce que ça demande énormément de temps de notre côté. Mais nous, on a 20% de nos revenus qui sont faits par la vente de services présentement. Donc, par exemple, la création de plans stratégiques, la création d'entreprises sociales pour un organisme sans but lucratif, c'est des choses qu'on va charger comme frais d'expertise parce que là, pour nous, ça devient beaucoup de temps, mais tout ce qui est nouveaux projets, nouveaux entrepreneurs collectifs qui se commencent et qui ont besoin de formation ou de compétences en affaires, c'est gratuit. Puis on offre énormément de formations communautaires pour ça. Donc, il y a beaucoup d'occasions où on fait nos services gratuitement, puis aussi d'occasions où on finance nos services qui coûteraient de l'argent mutuellement par des bailleurs de fonds pour l'offrir gratuitement à la communauté. Est-ce que les ministères provinciaux peuvent être partenaires dans une entreprise communautaire? Oui. J'essaie de comprendre ce que vous dites par partenaire, mais ils peuvent vous aider, ils peuvent financer votre début, ils peuvent financer votre démarrage, puis ils peuvent siéger directement sur votre conseil d'administration s'ils veulent. Parce qu'une entreprise sociale, c'est comme un organisme sans but lucratif, sauf que vu que vous servez la communauté, vu que vous êtes une entreprise, il n'y a pas de limite dans qui peut être membre gestionnaire de votre organisation, par exemple. Donc, j'ai souvent vu mais surtout les ministères qui veulent que votre projet, si vous démontrez que vous voulez créer un projet qui est viable économiquement, ils peuvent avoir un énorme intérêt à vouloir vous appuyer.
Surtout que malheureusement, on a de plus en plus de gouvernements très conservateurs. Pour eux, voir qu'il y a un projet communautaire qui développe aussi un aspect de développement économique, ça parle beaucoup plus à des gouvernements conservateurs davantage aussi. S'il vous plaît, me diriger vers un guide de démarrage approprié au Centre culturel du Nord de l'Ontario. Absolument. Puis j'ai des contacts aussi, Blanche-Hélène, si tu veux avoir plus d'informations. Il y a aussi un autre hub qui se crée présentement, il y a une autre à Ottawa, il y a un autre centre, un autre coopérative à partenaires multiples qui se développe pour faire l'accueil des migrants francophones à Ottawa. Puis dans ça, ils veulent inclure des services de santé aussi. Donc, c'est plusieurs organismes francophones à Ottawa qui est présentement en développement. Donc, nous, on a le contrat de développer avec tous les organismes francophones ici. Donc, j'aurais plusieurs différentes guides de démarrage que je pourrais vous démontrer aussi ou des différents projets qui sont dans le développement en ce moment aussi. Eve, ça semble merveilleux. Bien, merci, Eve. Est-ce qu'il y a des limites, par exemple? Est-ce que le fait d'être subventionné d'un côté limite les possibilités de publicité? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que c'est par... mais pour les limites, j'essaie de penser comment on ferait de limites, mais c'est certain que c'est difficile de générer une activité économique dans un projet qui est communautaire. Il faut presque être doublement efficace dans sa gestion d'entreprise parce qu'il faut générer un assez grand profit, que ce profit-là, il sert à payer aussi une mission. Sauf que si vous êtes déjà un organisme sans but lucratif qui est constitué, puis vous créez une entreprise sociale au sein de votre organisme, puis ça peut juste générer un petit profit, ça a déjà énormément d'avantages pour vous. Sauf que pour une nouvelle entreprise sociale, c'est compliqué parce qu'il faut s'assurer qu'ils sont assez rentables côté activité économique pour pouvoir payer leur mission, puis vraiment faire leur mission sociale, puis vraiment générer un impact social, par exemple. Mais côté, est-ce que ça limite les possibilités de publicité? Je pense pas. Je pense que ça augmente la publicité parce que les gens vont... Aujourd'hui, c'est beaucoup de la mission sociale qu'on veut faire. Donc, les gens sont beaucoup intéressés par ce que vous réglez dans la société. Puis, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se font avec ça aussi. Donc, je pense que côté publicité, ça ne vous limite pas du tout. Je pense que c'est même encouragé davantage. Si je peux approfondir, je crois que Eve faisait peut-être référence au fait que l'organisme subventionnaire met parfois des limites sur le type de publicité qu'on peut faire. Donc, est-ce que l'entreprise est limitée par les mêmes limites que l'organisme sans but lucratif? C'est ça. Ça dépend si c'est un programme que l'entreprise sociale offre par un bailleur de fonds très spécifique. Mais souvent, les bailleurs de fonds, quand vous avez une entreprise sociale comme ça, ils savent que vous êtes une entreprise, puis une entreprise, ça génère beaucoup de publicité aussi. Donc, par exemple, nous, on est subventionné par plusieurs organismes aussi, puis il me semble qu'on n'a jamais eu des limites de faire de la publicité de nos bailleurs de fonds. C'est fortement encouragé pour faire valoir ce qu'ils font pour nous. Puis dans les entreprises sociales qu'on a appuyées, surtout dans le secteur de la santé, j'ai rarement fait face à cette situation-là où on limitait les possibilités de publicité. Super. Ajoute encore. On dit merci de votre très intéressant sujet. Bravo. Bon succès dans le futur. Bien, merci beaucoup. C'est le temps que nous avions. Donc, je te remercie, Donick, de ta présence aujourd'hui. Je remercie tous nos participants. Si je peux reprendre l'écran, s'il te plaît. Ben oui, je vais te laisser. Tiens, voilà. Merci. Donc, ce fut un plaisir de partager cette heure avec vous. En attendant la diffusion sur le web de ce webinaire, je vous invite à remplir le sondage. Vous avez le lien ici, puis il vous sera envoyé par courriel un peu plus tard. J'ajouterai dans le courriel, comme j'ai dit, l'hyperlien pour le message. Et puis, Donick, je te mets un petit peu sur le spot. J'enverrai tes coordonnées si les gens veulent te poser des questions. Oui, excellent. J'ai pas de problème avec ça. Plus tard, quand nous mettrons en ligne la présentation du webinaire avec la présentation PowerPoint, on ajoutera quelques hyperliens pertinents qui ont été mentionnés peut-être ou si on en a d'autres à ajouter. Ce ne sera pas un problème. Et si vous voulez recevoir des invitations par courriel pour nos prochains webinaires et que ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à notre liste de diffusion à info@santéfrançais.ca. Et pour visionner les webinaires précédents, vous pouvez aller sur notre site web ou encore sur notre portail Savoir Santé.
Je vous rappelle notre prochain webinaire le 22 mai, qui sera présenté par le Réseau de la santé en français de l'île du Prince-Édouard, nommé Bonjour Santé et Campagne Étoile Santé, des pratiques pour appuyer le rayonnement de l'offre active dans les communautés. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.